Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, direction l'Argentine. En octobre dernier, et contre toute attente, le président Javier Milei a consolidé son pouvoir aux élections législatives. Javier Milei, c'est un populiste, un ultra-libéral revendiqué. Il s'est fait connaître en brandissant une tronçonneuse, symbole assumé de sa volonté de couper radicalement dans les dépenses publiques. Mais l'Argentine, c'est aussi une terre de foi, celle du pape François. C'est un pays où l'Église catholique reste très présente dans la vie sociale, au cœur des quartiers populaires, de l'éducation, auprès de celles et ceux frappés de plein fouet par la pauvreté. Nous en parlerons ce soir avec notre invité Ignacio Puigari, prêtre jésuite argentin. Mais avant cela, quelques repères. L'Argentine, deuxième pays le plus grand du continent sud-américain derrière le Brésil. La capitale est Buenos Aires. C'est un pays riche en ressources énergétiques. Les sols sont riches en lithium, c'est le nouvel or blanc. Riche aussi en cuivre et en gaz. Et l'Argentine est un grand pays agricole, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs mondiaux, notamment de soja, de maïs ou encore de viande. Avec un peu plus de 45 millions d'habitants, c'est le quatrième pays le plus peuplé d'Amérique du Sud. La capitale regroupe à elle seule près d'un tiers de la population. Si l'Argentine est la troisième économie du continent, il n'empêche que près d'une personne sur trois vit sous le seuil de pauvreté en 2026. Selon la dernière enquête réalisée par le Conseil national de la recherche scientifique et technique du pays, et elle date de 2019, les catholiques seraient 63%, un chiffre en baisse. 19% de la population se déclare sans religion. Et ces 20 dernières années, l'État a noté que l'Église évangélique a consolidé sa présence. 15% de la population en sont adeptes. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Ignacio Puigari, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Avec plaisir. Alors pour faire un petit peu connaissance, vous êtes donc prêtre jésuite de la province Argentine-Uruguay, ordonné prêtre en 2020 en Uruguay, où vous avez été envoyé en mission. Puis avant cela, vous aviez étudié la théologie au Chili pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous étudiez la philosophie. Vous êtes donc argentin, originaire précisément du diocèse de San Miguel, ça se situe dans la banlieue de Buenos Aires. Alors ce diocèse, le pape François, lui-même argentin, l'a bien connu puisqu'il y a étudié la théologie avant d'être ordonné prêtre. Est-ce que vous, personnellement, c'est une figure, le pape François, qui vous a inspiré avant de prononcer notamment le dernier vœu de servir le pape, l'Église et la Compagnie de Jésus? Bon, en fait, je n'ai pas connu directement le pape François, bien sûr que je le connais un peu grâce à la télé, même quelques occasions, mais j'étais vraiment appelé, au moins dans ma vocation, par cette institution où il est passé pas mal de temps, que c'est le collège Maximo de San Miguel. Là, j'ai fait la philosophie comme laïque avant d'entrer dans la compagnie. Et là, j'ai trouvé des professeurs qui connaissaient très bien le pape François. Et ils m'ont donné un peu ce désir d'entrer dans la compagnie, l'amour pour la philosophie, pour la littérature, et même pour suivre un peu le chemin de la foi. Mais c'était un peu ça, oui, l'expérience. Les catholiques du monde entier qui apprenaient le 21 avril dernier la mort du pape François. Et donc, avant de devenir le successeur de Pierre, le cardinal Bergoglio, il a été archevêque de Buenos Aires. Quel héritage laisse-t-il aujourd'hui dans le pays? Bon, je crois que le pape François, il a réussi à montrer un peu ce visage de l'Église d'Amérique latine. Je crois qu'en général, non? Et la façon dans laquelle l'Église a pu interpréter surtout le deuxième Concile Vatican, non? Concile Vatican II. Concile Vatican II, surtout la Constitution Gaudium et Spes et la manière dans laquelle l'Amérique latine a reçu ces documents, et surtout vis-à-vis un monde avec beaucoup d'inégalités et d'injustices. Et surtout un monde où on trouve la parole de Dieu même, non? Et avec ce concept de révélation que le Concile nous a donné aussi.
L'Argentine, dont l'histoire est jonchée de crises politiques, économiques, on en parlait de ses inégalités depuis 2023, et notamment l'élection du président Javier Milei, ultra-libéral, je le disais en introduction. Le pays vit sous une cure d'austérité très sévère. Alors, le taux de pauvreté s'élève aujourd'hui à 31,6% selon les estimations. Alors, il a chuté en 2025, parce qu'en 2024, c'était plus de 50%. Vous étiez en Argentine, notamment l'été dernier. Quel constat vous avez fait sur place? Oui, je crois qu'en général, on pourrait reconnaître qu'il y a une sorte de stabilisation de l'économie, mais en même temps, je crois que ça reste toujours en critique de fond par rapport à un peu la utopie ultralibérale. Je crois qu'on est tous d'accord d'avoir une relation plus saine avec l'argent et l'économie, et surtout au niveau public. Mais en même temps, on se pose la question quel type de pays on veut être. Je crois qu'on n'a pas envie d'être un pays ultralibéral où chacun compte pour soi-même seulement. Mais bon, c'est un peu des critiques peut-être plutôt par rapport à cette idéologie, cette utopie, non? Et dans ce sens, on est plutôt à l'aise avec un discours plutôt de solidarité, de justice pour tout le monde, non? Mais bon, c'est un peu la situation. C'est vrai qu'économiquement, on a eu une sorte de stabilisation, c'est vraiment... En ce moment, on peut les noter. On sort un petit peu de cette crise économique plus importante les années passées. Oui, tout à fait. Alors, le 16 novembre, l'Église célèbre la Journée mondiale des pauvres. C'est une initiative d'ailleurs créée par le pape François. Cette pauvreté qui est au cœur des préoccupations de l'Église. On va en parler, mais juste avant, je vous propose une immersion dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, précisément au sein de la paroisse Saint-François d'Assise, dans le quartier de Villa Soldati. Les paroissiens, ils s'organisent chaque jour pour distribuer des repas aux plus nécessiteux. Ça s'appelle les comedores, les soupes populaires. Elles attirent quotidiennement des centaines de personnes. Je vous propose de regarder cet extrait du documentaire « Le club de ma paroisse ». La fin de la messe marque aussi le début de la distribution des repas. Barquettes de plastique en main, les habitants du quartier se bousculent pour les remplir. En semaine, la paroisse sert 250 repas par jour, mais le week-end, ce nombre augmente autour de 1500. À la cuisine, c'est le branle-bas de combat. Compte tenu de l'affluence, l'équipe est souvent débordée. Actuellement, le taux de pauvreté en Argentine dépasse les 50%. Et notamment dans ces quartiers humbles, les soupes populaires comme celle de la paroisse fonctionnent à plein régime. De cette aide alimentaire dépend la subsistance de familles entières. À la paroisse, on voit chaque jour de nouvelles personnes en quête d'un repas. Le club de ma paroisse, réalisé en 2023 par Roberto Lugones, une production KTO Bleu Iroise. Père Ignacio, bon, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, mais l'Église en Argentine, est-ce à dire qu'elle est là où l'État n'est pas? Bon, ça dépend toujours de quel lieu de l'Argentine, mais parfois on travaille dans plusieurs lieux de manière ensemble aussi avec l'État et des aides qu'on reçoit de l'État même, non? Directement avec des nourritures ou des financements, non? Mais bien sûr, je crois que l'Église a un lieu significatif, surtout là où l'État parfois n'a pas toutes les ressources, où on n'arrive pas, c'est vrai. Mais comme cet exemple de Villa Soldati, mais on a aussi en San Miguel, il y a pas mal de comedores et que
c'est vrai que l'Église, il est là, mais aussi beaucoup d'institutions de laïcs qui aident pas mal dans tous ces endroits. Non? Oui, on voit en effet l'implication aussi de tous les paroissiens, en effet. Le président argentin qui a reconnu à plusieurs reprises d'ailleurs cette action sociale de l'Église dans le pays, il a aussi eu parfois des propos insultants, notamment à l'égard du pape François. On se souvient qu'avant son élection, il a pu qualifier le pape François de communiste, ce qui est une insulte dans sa bouche. Il a pu le qualifier d'imbécile aussi. Puis depuis son élection, on a l'impression qu'il a modéré, voire soigné ses relations avec le pape François, mais aussi aujourd'hui avec Léon XIV. Quel rapport les évêques argentins entretiennent-ils avec le président aujourd'hui ? Oui, je crois que dans ce sens, c'est notable comment le pape François il a réagi parce que je me souviens que lui, il a eu aussi des problèmes avec Cristina Kirchner, que c'était une antérieure présidente, et après avec Macri aussi. Mais lui, il a reçu à tous dans le Vatican. Et dans ce sens, ça montre un geste de générosité, un peu de quelqu'un qui est à la hauteur de sa mission. Et je crois que l'Église, normalement, on a une place plutôt significative dans la dimension politique au sens large, mais toujours avec quelques reculs par rapport à des partis politiques concrets qui sont au pouvoir, non? Évidemment, il faut travailler ensemble et il y a pas mal des occasions où on le fait, mais toujours avec quelques reculs et avec une diplomatie toujours. Oui, avec des précautions parfois, nécessaires. Des précautions, oui. D'ailleurs, je rappelle que d'abord en juin dernier, le pape Léon XIV a accueilli en effet le président argentin au palais apostolique. Ils ont parlé notamment des questions d'intérêt commun, donc justement les tendances socio-économiques, la lutte contre la pauvreté, l'engagement en faveur de la cohésion sociale. Cette action de l'Église qui passe aussi par un fort engagement éducatif qui est assez historique. Alors on ne va pas reprendre tout le cours de l'histoire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle de l'Église dans l'éducation en Argentine ? Oui, c'est un rôle très répandu. Et même si je dois faire mon histoire, je suis allé dans une école catholique, après j'ai fait la philo dans une université catholique. Mais on peut voir plusieurs institutions de l'éducation, mais même au niveau le plus populaire, non? En essayant de donner une éducation que parfois l'éducation publique n'arrive pas à donner. Mais en même temps avec quelques financements de la part de l'État. Non? C'est-à-dire que l'État peut, par exemple, rémunérer le salaire de certains enseignants qui sont... Exactement, oui. Tout à fait. Mais parfois, les gens, même les plus humbles, cherchent à mettre ces enfants dans des écoles catholiques pour arriver à une meilleure éducation. Dans ce sens, c'est une tâche très, très intéressante. Non, et reconnue dans le pays très largement. Et pourtant, la sécularisation est grandissante en Argentine. De plus en plus d'Argentins se déclarent même sans religion. Comment l'Église appréhende-t-elle cette réalité ? Bon, je crois que c'est une réalité, c'est vrai, c'est un peu général aussi. On essaye de mettre l'accent aussi dans la pratique religieuse, mais même d'avoir des initiatives créatives par rapport aux jeunes, de pouvoir transmettre la foi de manière créative. Non? Ça passe par des œuvres d'action sociale, des clubs de sport, des choses comme ça? Oui, des rencontres de jeunes, surtout de travail même dans des institutions éducatives, non? L'université pastorale de jeunes. Mais oui, c'est vrai que de plus en plus, la religion, c'est pas une option trop présente dans la vie des personnes en général, non?
Environ 15% de la population, selon les statistiques officielles qui datent de 2019 encore une fois, se réclament des églises évangéliques. Et il y a une progression du nombre de ces fidèles ces 20 dernières années. Vous, Père Ignacio, qu'est-ce qui vous semble important pour manifester davantage la beauté de la foi de catholique? Bon, je crois qu'il y a un phénomène. Premièrement, je crois que la centralité de la figure de Jésus, ça reste, mais par exemple, là, quand on voit des endroits les plus populaires, parfois l'Église n'arrive pas non plus, non? Avec des prêtres disponibles, on est aussi de plus en plus moins prêtres. Moins de prêtres, on va en parler justement. Oui, donc il y a quelques phénomènes dans les églises évangéliques qui se répandent trop facilement parce que sont les mêmes voisins qui ont une église. Donc il y a un besoin de proximité même que parfois, je crois que comme église, on doit réfléchir à cette problématique, bien sûr. Non? Pour mener à bien toutes ces actions, la conférence épiscopale argentine elle a mis en place un programme qui s'appelle le programme FE. C'est un projet de réforme économique qui est conçu pour générer ses propres ressources justement et pouvoir soutenir toute sa mission à travers ce grand pays. Ce programme de financement qui concerne donc les 67 diocèses et notamment les 34 séminaires d'Argentine. Avant de parler de la vocation, je vous propose de faire un petit tour du côté du séminaire Notre-Dame du Rosaire à Mendoza. C'est une ville située à l'ouest du pays, au pied de la cordillère des Andes. Des prêtres passés par le séminaire ou en charge de la formation témoignent justement de l'importance de la formation spirituelle et académique pour accompagner au mieux les vocations à la lumière de l'Évangile, sans oublier l'importance de préparer les futurs pasteurs aux réalités locales et aux défis pastoraux propres de chaque communauté. El seminario me permitió encauzar, profundizar y de alguna manera ponerle palabras a la búsqueda que uno tiene. Fue ir como descubriendo realmente lo que Dios quería de mí, pero mucho más que lo que Dios quería de mí, cómo Dios quería que yo sirviera a mi pueblo. Creo que es necesaria dos cosas, una buena formación y una formación en Mendoza. Una buena formación porque los tiempos actuales y nuestros fieles merecen buenos pastores. Y en Mendoza porque es la posibilidad también de reflexionar la fe, de madurarla y de poder transmitirla después desde el modo de ser, de vivir y de sentir que tenemos como iglesia acá en Mendoza. Creo que es importante invertir y acompañar en la formación porque necesitamos sacerdotes atravesados por el proyecto de Jesús. Eso se hace en esta casa, en un proceso, en el largo plazo. Por eso creo que es fundamental que podamos también acompañar este proyecto. On en parlait juste avant cet extrait. En quoi, selon vous, Père Ignacio, la pastorale vocationnelle, elle représente un défi aujourd'hui en Argentine? Oui, bon, je pourrais parler de la compagnie de Jésus, mais je crois que pour nous, c'est très important. On voit la nécessité d'accompagner les jeunes pour faire une démarche vocationnelle, spirituelle, mais au sens large, non, de la vocation pour le royaume de Dieu, on va dire, non? Mais d'avoir des instances où on met en place cet accompagnement, que c'est très important, je suis tout à fait d'accord. Même la formation, c'est ce qui nous permet de persévérer dans ce chemin, que parfois ce n'est pas toujours facile. On a besoin de prier, on a besoin de personnes qui nous accompagnent, d'une formation intellectuelle même. Oui. Mais on a parfois, on essaye, les jésuites, de travailler un peu ensemble, de faire un réseau de différentes paroisses et de lieux où il y a pas mal de jeunes. Donc,
on essaye de travailler dans ce sens, non, de l'accompagnement, de la formation. Ouais. Cet esprit de réseau, il est important parce qu'on le disait, l'Argentine, c'est un territoire immense. Là, on voyait des images de Mendoza. Les réalités, elles ne sont pas les mêmes selon que l'on se trouve à Mendoza ou à Buenos Aires, j'imagine. Oui, tout à fait. Même la province jésuite est construite pour Uruguay et Argentine. Donc, on est encore plus large. Donc, oui, on a besoin évidemment de travailler ensemble. On n'est pas présent dans toutes les provinces de l'Argentine, mais à Mendoza, on a une communauté. Mais oui, parfois on organise des rencontres plutôt festives, mais aussi on essaye d'imiter les jeunes pour faire des exercices spirituels. Pendant 8 jours. Des exercices ignatiens. Ignatiens, c'est ça. Et surtout dans l'été, on essaye même de financer parce que ce n'est pas toujours facile à pouvoir prendre tout ce temps pour faire des retraites. Donc, oui, mais c'est un défi, un vrai défi. Ouais. Alors Père Ignacio, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien, des questions courtes, des réponses courtes. Okay. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer en Argentine? Bon, je suis allé plusieurs fois à Luján, Notre-Dame de Luján, c'est la basilique, la patronne de l'Argentine. C'était une expérience, oui, très féconde. Quelle figure catholique marquante de votre pays vous inspire particulièrement? Bon, je crois que le curé Brochero, c'est un saint argentin canonisé par le pape François. C'est une figure de personne qui a travaillé au milieu de la campagne vis-à-vis les plus pauvres, mais en même temps, il a répandu les exercices spirituels. Donc c'est une figure vraiment intéressante. Et quelle prière souhaiteriez-vous nous partager qui représente l'Argentine pour conclure? Bon, je ne sais pas s'il y a une prière, peut-être le chapelet. Ou une intention de prière? Oui. J'aime bien une prière que je ne me souviens pas par cœur, mais c'est sur le curé Brochero qui nous rappelle cette proximité aux plus pauvres. Et ça donne quelques esprits de réconciliation avec notre pauvreté même, non? Et aussi, ça me dit beaucoup. Bon, j'espère que cette grâce aussi, on pourrait le recevoir. Père Ignacio Prigari, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci à vous, Marion. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Cette semaine, nous prenons la direction de l'île Maurice. Et on retrouve Yannick Basile, un jeune laïc à Port-Louis. Le 27 décembre dernier, des volontaires partent à la rencontre des sans-abri dans la capitale de Port-Louis pendant la période festive. Un repas, des vêtements propres et un kit d'hygiène y sont distribués. Cette initiative porte un nom, Opération Happiness. Le but est de porter de la joie aux sans-abri qui affrontent seuls les périodes festives de fin d'année. Et en 15 ans d'existence, le projet ne s'arrête pas simplement à distribuer de la nourriture. Au cours d'une soirée, on s'arrête, on écoute et on échange avec ce frère qui on a tendance à oublier dans le besoin. On prend moins de temps à le juger, plus de temps à le connaître. Et en 15 ans d'existence, plusieurs familles ont vécu cette expérience. Ils ont été touchés et ont aussi compris le besoin de donner de l'amour et de la joie à ce frère dans le besoin. Certains continuent de donner du temps, mais aussi sponsorisent des autres initiatives d'Opération Happiness. Une manière, comme à l'image de l'Évangile, de donner gratuitement ce que l'on a reçu gratuitement. Quant aux laïcs engagés dans le projet, ils se donnent pour mission de continuer de donner ce temps avec nos frères sans abri, autour d'un bon repas avec comme fond une bonne ambiance fraternelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kteotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.